Bonjour, on est ici pour la deuxième journée de notre colloque sur Rota, le mathématicien philosophe, ou vice-versa. Eh bien, ce matin, on aura deux interventions. La première de professeur Étienne Klein, qui va nous entretenir sur la puissance des mathématiques en physique. Est-elle explicable? Par la suite, après les questions et tout ce qu'il faut, comme d'habitude, dans la colloque, il y aura une pause. Et après, il y aura Charles Aluni, dans un versant un peu plus philosophique, je crois, qui va nous expliquer, va nous entretenir sur Giancarlo Rota et Gilles Châtelet, deux mathématiciennes aux avant-postes de l'obscur. Bon, s'il n'y a pas, je pense qu'on peut commencer et je cède volontiers la parole à professeur Étienne Klein. Bonjour à tous. Il se trouve que ces derniers mois, j'ai croisé le nom de Rota à deux reprises. La première fois, c'était lorsque je menais une enquête sur Ettore Majorana, à l'issue d'ailleurs du colloque qui s'était tenu ici sur Majorana il y a quelques années. Le nom de la tante de Rota, qui est Rosetta Rosa, qui était mathématicienne et qui a collaboré avec le groupe de Fermi via Panis-Perna dans les années 33 et 34, si ma mémoire est bonne. Et puis la seconde fois, c'était pour Giancarlo Rota, que je ne connaissais pas bien. Charles m'en a parlé, j'ai lu quelques-uns de ses textes. Et ce qui m'a frappé, entre autres choses, c'est une espèce d'énergie, de santé intellectuelle, notamment dans ses attaques très vives contre la philosophie analytique dans les campus américains. Et même si je ne suis pas spécialiste de ses travaux, j'ai considéré que je pouvais quand même les évoquer grâce notamment à une sorte d'encouragement qu'il exprime dans son livre Pensée discrète, dans lequel il écrit ceci: la médiocrité dominante de nos jours impose un péage coûteux aux scientifiques qui osent dévier de la routine des publications techniques pour se plonger dans le ciel bleu de la fantaisie. J'ai lu cette phrase comme une sorte d'encouragement à parler de Rota, bien que n'étant pas spécialiste ni de sa biographie, ni de ses travaux. Et la question que je vais traiter, qui est celle de savoir si on peut expliquer la puissance opératoire des mathématiques en physique, est une question qui, pour peu que j'ai pu en juger, n'a pas été directement abordée par Rota, même si il l'aborde indirectement dans sa référence quasi permanente à Husserl, et aussi parce qu'il pose à plusieurs reprises la question de savoir si les mathématiques sont découvertes ou inventées. Alors je commencerai par le commencement, c'est-à-dire par la phrase de Galilée que nous avons tous lue, pour m'attarder sur un mot de cette citation, que je rappelle brièvement. Galilée écrit: la philosophie est écrite dans ce vaste livre qui constamment se tient ouvert devant nos yeux, je veux dire l'univers, et on ne peut le comprendre si d'abord on n'apprend pas à connaître la langue et les caractères dans lesquels il est écrit. Or ce livre est écrit en langue mathématique, et ces caractères sont les triangles, les cercles et autres figures géométriques, sans lesquels il est humainement impossible d'en comprendre un seul mot, sans lesquels on erre vraiment dans un labyrinthe obscur. Fin de citation. Évidemment, la dernière phrase, celle qui contient ce mot humainement, est ambivalente, et dans la suite du texte, Galilée ne lève pas l'ambiguïté. Il dit que les mathématiques sont le langage du livre de la nature, soit, mais cette idée peut se comprendre de deux façons, qui ne sont pas du tout équivalentes d'un point de vue épistémologique, selon le sens qu'on donne au mot humainement. Soit ce langage est pensé comme étant celui de la nature même, et le physicien qui étudie la nature devrait évidemment apprendre à pratiquer ce langage pour comprendre celle qui parle ce langage, c'est-à-dire la nature, soit à l'inverse, ce langage est pensé comme étant le langage de l'homme, et c'est donc nécessairement dans ce langage-là que devront être préalablement traduits les faits naturels pour nous devenir intelligibles. Et on voit que Galilée ne tranche pas cette question. Et quel est le sens donc qu'il faut accorder au mot humainement? Alors, c'est une question qu'on peut considérer comme vaine, comme une question, disons, métaphysique, mais en fait, elle ne l'est pas parce que la réponse qu'on y apporte formate implicitement le statut qu'on accorde à l'expérimentation en physique. Selon le sens
que l'on donne à cet humainement, l'expérience peut être considérée soit comme une opération passive, c'est-à-dire on fait une espèce de sténographie de la nature dans le langage idoine, c'est-à-dire le langage de la nature, soit on considère l'expérimentation comme une opération active, c'est-à-dire qu'on doit préalablement formater le registre, la forme et l'interprétation des résultats que l'on finit par obtenir. En somme, dans ce second cas, l'opération doit être l'expérimentation, est une opération qui doit être considérée comme subie, comme reçue, dans le premier cas, ou bien elle doit être considérée comme dirigée, c'est-à-dire construite. Et comme vous le savez sans doute, c'est autour de cette question qu'ont tourné les débats autour du problème de la mesure en mécanique quantique, autour du statut de l'expérience. Est-ce que l'expérience est une sténographie? Est-ce qu'on pense quand on adopte une philosophie réaliste? Ou bien est-ce que c'est une construction? Et c'est ce qu'on pense quand on adopte une attitude, disons, plutôt positiviste. Alors moi je ne suis pas philosophe, mais j'ai quand même regardé comment les philosophes ont tenté d'expliquer le sens de ce humainement. Et je sais qu'il existe un auteur français dont j'ai oublié le nom qui disait « La philosophie c'est comme la Pologne, c'est plat de marécages et c'est souvent envahi par les Allemands ». Donc j'ai choisi de citer deux philosophes allemands qui ont traité de ce humainement et qui sont Kant et Husserl. Alors quand on lit la critique de la raison pure, on voit que Kant accorde plusieurs paragraphes à cette phrase de Galilée que j'ai citée. Et voilà ce qu'il écrit. Quand Galilée fit rouler ses boules jusqu'au bas d'un plan incliné, il se produisit une illumination pour les physiciens. Ils comprirent que la raison ne voit que ce qu'elle produit elle-même selon son projet, qu'elle devrait prendre les devants avec les principes qui régissent ses jugements et forcer la nature à répondre à ces questions. La raison doit forcer la nature à répondre à ces questions et non pas se laisser conduire en laisse par elle. Fin de citation. En d'autres termes, la science galiléenne, explique Kant, inverse la priorité qui avait été établie par les Grecs. Elle ne règle pas son projet sur les possibilités de la nature, elle règle la puissance de la nature sur la construction qu'elle a en projet. Et pour Kant, dans ce cadre, il incombe à la raison de se faire respecter. Elle doit, je cite à nouveau, elle doit s'adresser à la nature en tenant d'une main ses principes et de l'autre main l'expérimentation qu'elle a conçue d'après ses principes, certes pour recevoir les enseignements de cette nature, mais pas à la façon d'un écolier qui se laisse dire tout ce que veut le maître. Elle doit plutôt se comporter comme un juge qui force les témoins à répondre aux questions qu'il leur soumet. Fin de citation. En somme, pour Kant, les mathématiques sont de notre côté et non pas du côté de la nature. La raison mathématique devient une sorte de tribunal qui convoque la nature pour qu'elle réponde aux questions qu'elle lui pose. Ça, c'est la première interprétation que j'ai trouvée de ce mot humainement de Galilée chez les philosophes. Et le second exemple, donc Husserl, en parle dans ses célèbres conférences de l'année 35 à Vienne ou à Prague, qui ont été par la suite publiées dans son livre « La crise de l'humanité européenne », et dans lesquelles, évidemment, Husserl revient souvent sur Galilée. Il explique notamment deux choses. Première chose, ce qui a lancé l'Europe en tant qu'entreprise philosophique, il dit même civilisationnelle, et qui l'a fait accès, dit-il, à la dignité d'une humanité capable de tâches infinies, ce fut, dit-il, l'émergence miraculeuse de la pensée interrogative. L'Europe, c'est l'émergence de la pensée interrogative. Deuxième point, cette humanité, donc ce qu'il appelle l'humanité européenne, connaît une crise, on est en 1935, car elle devient toujours plus étrangère à sa propre essence. L'humanité européenne abandonne progressivement la pensée interrogative. À qui la faute? Demande Husserl. Réponse: à Galilée.
Alors, évidemment, il n'accuse pas Galilée directement, il accuse ce que nous avons fait de Galilée. Car, dit-il, et je le cite, la révolution galiléenne ne se ramène pas à la victoire de la science sur l'ignorance, l'illusion ou le préjugé. Elle accomplit surtout la substitution par laquelle le monde mathématique, c'est-à-dire le monde des idéalités, est pris pour le seul monde réel. Fin de citation. Autrement dit, le geste Galilée est à la fois découvrant et recouvrant. Il est découvrant parce que, dit Husserl, il ferait la voie à l'infinité des découvertes en physique. En fait, il voit dans le geste de Galilée la voie dans laquelle nous sommes encore aujourd'hui. Mais il est aussi recouvrant car il recouvre le monde tel que nous l'éprouvons d'une mathématisation qui l'éloigne de nous et nous le rend étranger. Selon Husserl, la modernité doit à Galilée l'injonction d'ériger la mathématisation du monde en système total de l'être. Je le cite à nouveau, Galilée a taillé un vêtement d'idées dans l'infinité ouverte des expériences possibles, mais il s'est comporté en couturier despotique. Il a décrété que le réel ne portait pas d'autres vêtements que celui-là. Fin de citation. Et cette décision a fait que nous prenons pour l'être vrai ce qui n'est que méthode, et sous le règne de cette confusion, la raison ne répond plus à la question qu'est-ce que, mais à la question comment. La pensée interrogative, conclut Husserl, a cédé le pas à l'impératif d'efficacité maximale, et la pensée calculante a balayé la pensée méditante, pour reprendre les mots que Heidegger utilisera dans sa critique de la technique. Donc voilà les deux seules références que j'ai trouvées qui commentent le humainement de Galilée dans des sens qui sont complètement opposés. Et je pense que toutes les positions intermédiaires peuvent être défendues. Mais je voudrais revenir à la question initiale qui est de savoir comment il se fait que les mathématiques marchent aussi bien en physique et soient capables, aujourd'hui, et elles l'ont été tout au long du XXe siècle, d'augmenter le mobilier ontologique de la physique, et je pense notamment à la découverte du boson de Higgs en 2012, qui s'est faite au CERN 48 ans après que la prédiction de son existence ait été faite par des physiciens théoriciens. Et il se trouve que cette question, comment se fait-il que les mathématiques marchent aussi bien en physique, a été formulée de façon différente, à différentes époques, et je voudrais en citer trois. Première formulation, on la doit à Kepler, et donc à l'aube vraiment de la physique moderne. Que dit Kepler? Il se pose la question, que peut saisir l'esprit humain à part les nombres et les grandeurs? Et il répond en disant que le physicien découpe préalablement dans le réel ce qu'il pourra ensuite saisir par des lois mathématiques. C'est presque le geste de Galilée que Kepler exprime là. Et à ce titre, on peut d'ailleurs le considérer comme un pionnier du concept de réductionnisme qui est dans un chapitre de ce livre intitulé Phénoménologie discrète et vertement critiqué par Rota. La science ne vise jamais qu'à élaborer un modèle propre à éclairer l'intelligibilité du réel, et ce modèle n'est jamais qu'un modèle réduit. Et cette idée de Kepler, on la retrouve beaucoup plus tard formulée par Feynman, le physicien Richard Feynman, qui expliquait que si nous faisons de la physique mathématique, c'est faute de pouvoir faire mieux. La physique est mathématique non pas parce que nous en savons beaucoup sur le monde physique, mais au contraire parce que nous en savons fort peu. Seules les propriétés mathématiques du monde nous sont accessibles, dit Feynman, c'est la même idée que Kepler, et la puissance de la physique vient précisément de ce qu'elle a su limiter ses ambitions aux seules questions qui sont mathématisables, et par chance, c'est cette limitation qui a rendu la physique si efficace. La physique est devenue efficace finalement parce qu'elle a su intelligemment limiter ses ambitions en se posant un certain type de questions dont les réponses sont mathématisables et en excluant toutes les autres. Deuxième façon de formuler
la question de l'efficacité, c'est celle qui nous vient d'Einstein, qui écrit ceci: comment est-il possible que la mathématique, qui est un pur produit de la pensée humaine et qui est indépendante de toute expérience, puisse s'adapter d'une si admirable manière aux objets de la réalité? La raison humaine serait-elle capable, sans avoir recours à l'expérience, de découvrir par la pensée seule les propriétés des objets réels? Fin de citation. Vous savez que c'est à partir de ce type de raisonnement qu'Einstein, en 1935 notamment, a écrit avec Podolsky et Rosen un article dans lequel il prétend montrer que, à partir d'arguments qui viennent de la pensée, on peut réfuter l'interprétation qui était donnée à l'époque de la mécanique quantique. Et ce qui aurait été intéressant, c'est de savoir ce qu'Einstein aurait dit de l'expérience, ou du statut de l'expérience, s'il avait connu les résultats de l'expérience qui a été faite en 1981, notamment par Alain Aspect, qui ont montré que son objection à l'égard de la physique quantique n'était pas recevable. En tout cas, la nature ne l'acceptait pas. Est-ce qu'il aurait révisé son jugement, ou est-ce qu'il aurait dénigré, comme il semble le faire dans la phrase que j'ai citée, l'expérience en question? Troisième formulation de la même question, je pense que Charles y reviendra puisqu'il va parler de Gilles Châtelet et d'autres. Gilles Châtelet écrit ceci: comment se fait-il que la mathématique, qui, dans les sciences, est à la fois la bonne à tout faire et la reine des sciences, soit si utile à, je cite, cette cuisinière malpropre et performante qu'est la physique? Fin de citation. On voit que là, ce qui est en jeu, c'est une hiérarchie des sciences qui, une fois établie, pose la question du lien mutuel qu'elles ont entre elles. Si les mathématiques sont au-dessus du lot, comment se fait-il qu'elles daignent s'appliquer aussi généreusement en deçà d'elles-mêmes? Et pourquoi s'appliquent-elles mieux à la physique qu'à la biologie? Voilà une question que pose Gilles Châtelet. Et quand on combine ces trois façons de penser la question de l'efficacité des mathématiques en physique, on aboutit à une phrase qui peut synthétiser ces trois approches en posant la question suivante: comment un ensemble de symboles abstraits, articulés par un jeu de règles précises, issus très souvent d'une activité purement intellectuelle ou spéculative, peut-il posséder de telles capacités d'adaptation au monde empirique? Donc c'est cette question que je voudrais traiter en remarquant d'abord que son importance est bien plus grande évidemment que celle qu'elle avait du temps de Galilée. L'efficacité des mathématiques évidemment a gagné en puissance, et comme je l'ai dit tout à l'heure, on a pu au XXe siècle utiliser les mathématiques ou des arguments mathématiques comme un véritable treuil ontologique en physique. On n'est plus dans la sténographie, on n'est plus dans la reproduction de ce qui est observé, on est dans la prédiction de l'existence de nouvelles sortes d'objets physiques. Par exemple le photon, par exemple les quarks, par exemple les bosons intermédiaires pour l'interaction faible, par exemple le boson de Higgs, par exemple l'antimatière, sont des objets qui ont été prédits à partir d'arguments à la fois physiques et mathématiques. Et donc nous sommes très nettement sortis en physique de la sténographie condensée de la réalité observable. Alors je pense que vous avez tous en mémoire l'article qui a été publié en 1960 par Eugène Wigner, prix Nobel de physique, article dont on traduit en général le titre comme de la façon suivante: la déraisonnable efficacité des mathématiques en physique est-elle... Non, pardon, c'est pas une question, c'est la déraisonnable efficacité des mathématiques dans les sciences de la nature. Alors déraisonnable, ça veut pas dire irrationnel. Ça veut dire que nous n'avons pas d'explication raisonnable, dit-il, de l'efficacité des mathématiques en physique. Ça marche, mais personne ne peut dire pourquoi. Et d'ailleurs, Wigner conclut son article en disant que cette efficacité ne peut être qualifiée qu'en termes de miracle. Et, je cite, de dons magnifiques
que nous ne comprenons ni ne méritons, comme si l'explication de cette efficacité était située bien au-delà des limites de notre compréhension du monde. Et donc la question que je voudrais traiter maintenant, qui est un prolongement de celle-ci, est de savoir si le mot miracle qu'emploie Wigner dans son article n'est pas un peu trop fort. La première chose, quand on parle d'efficacité, il faut préciser de quoi on parle. Et il se trouve que cette notion d'efficacité a au moins 3 significations sur lesquelles je vais revenir rapidement. Première signification, il s'agit simplement d'une capacité de prédiction ou de rétrodiction que permettent les mathématiques. Et dans ce cas, une théorie mathématique sera dite efficace si elle peut anticiper les résultats expérimentaux ou reproduire les données déjà obtenues. Elle doit être capable de fournir des résultats numériques qui reproduisent ce que l'on mesure et ce que l'on observe. Il faut que ça colle, comme on dit. D'ailleurs, le mot coller est intéressant parce qu'il suggère une adhérence au moins locale entre le monde et sa représentation. Deuxième signification du mot efficace, la première étant une signification qu'on peut qualifier de minimale. La seconde est de dire que l'efficacité ne se mesure pas seulement à cette possibilité de sauver les phénomènes, elle peut aussi venir du fait qu'elle met en évidence des structures explicatives. Par exemple, les théories de jauge par lesquelles aujourd'hui on décrit les interactions fondamentales, à l'exception de la gravitation, ne manifestent pas seulement leur efficacité par le fait qu'elles reproduisent les données recueillies auprès des détecteurs de particules. Elles sont aussi et surtout efficaces parce qu'elles donnent un schéma expliquant la structure de ces interactions en termes de symétrie abstraite. En fait, les théories de jauge, il faut correspondre à chacune des interactions fondamentales un groupe de symétrie. Le groupe est différent pour les interactions, mais la structure de la théorie qui décrit l'interaction est la même dans les 3 cas, c'est-à-dire la même pour l'interaction électromagnétique, pour l'interaction nucléaire faible et pour l'interaction nucléaire forte. Et donc la structure de la théorie possède, en plus de l'efficacité strictement prédictive, ce qu'on pourrait appeler une efficacité explicative. Et ça rejoint certaines remarques que faisait René Thom dans un livre intitulé « Prédire n'est pas expliquer ». Et donc c'est les 2 mots qui m'intéressent ici, prédire et expliquer. Et lui, il insistait sur le fait qu'il ne faut pas confondre les fonctions prédictives et explicatives dans le domaine des sciences de la nature. Et d'ailleurs, il en tirait au passage un argument pour régler leur compte aux physiciens qui, disait-il, je cite, « font des calculs parfaitement prédictifs, mais sans rien comprendre à ce que ces calculs signifient. » Bon. Alors, ce serait intéressant, mais j'ai pas le temps de faire un parallèle entre la question du réalisme en physique et la question du réalisme en peinture telle qu'elle s'est posée avec l'apparition du courant réaliste dont Gustave Courbet est considéré comme le pionnier. Ce serait un parallèle intéressant à faire, mais je pense qu'on pourra le réserver pour les discussions. Et là, je vais parler maintenant de la 3e façon qu'on peut avoir de comprendre le mot efficacité, qui est plus ambitieuse. Se joue à un 3e niveau, qui est le niveau de la générativité. C'est-à-dire, on n'est plus dans l'explication, on est dans l'idée que une théorie mathématique est efficace si elle permet d'engendrer de nouvelles idées, de nouveaux concepts, des stratégies inédites, des solutions originales à des problèmes anciens. Alors, Pierre Cartier peut-être me démentira, mais je crois avoir compris que l'importance de cette définition a été notamment soulignée par Alain Cohn dans le livre qu'il a coécrit avec Jean-Pierre Changeux. Il insiste, en tout cas j'ai trouvé l'expression dans son livre, sur la générativité conceptuelle des formalismes mathématiques de la physique. Elle avait été aussi mise en avant par un physicien, Freeman Dyson, un des pères de l'électrodynamique quantique, qui rappelait, je cite, que pour le physicien, les mathématiques ne sont pas seulement un outil permettant de calculer les phénomènes, elles sont aussi la source principale des principes et des concepts qui permettent d'élaborer de nouvelles théories physiques. Fin de citation. Et si j'ai parlé de ces 3 façons
différentes dans leurs ambitions et dans leur formulation de l'efficacité, des trois modalités de l'efficacité, on pourrait dire, c'est parce que à partir d'elles, Roger Penrose a établi une sorte de classification des théories physiques en fonction de leur capacité prédictive. Et il a proposé une taxinomie des théories dans laquelle il place tout en haut ce qu'il appelle les superbes théories, les théories superbes, qui sont les plus efficaces, car elles cumulent les trois modalités de l'efficacité que je viens de résumer. Ici, comme exemple de théorie superbe, la mécanique classique, la théorie de la relativité restreinte, qui est une théorie générale de l'espace-temps, et donc pas du tout restreinte. Il cite également l'électromagnétisme de Maxwell et l'électrodynamique quantique, qui est la version quantique de l'électromagnétisme. Ensuite, il y a un deuxième niveau, deuxième classe, il parle de théories useful, c'est-à-dire les théories utiles, les théories qui, tout en ayant une très bonne confirmation expérimentale, ne possèdent ni le niveau de prédictivité, ni la cohérence interne des théories superbes. Alors, ici, comme exemple, la théorie électrofaible. Bon, c'est une référence qu'il donne en 1980, mais je pense qu'aujourd'hui, la théorie électrofaible peut être qualifiée de superbe, tant elle est à la fois confirmée par la découverte du boson de Higgs. Bon, enfin, c'est une discussion, disons. Il met aussi dedans la chromodynamique quantique, qui est la théorie de l'interaction forte, et il met dans cette catégorie également le modèle standard de la cosmologie, qui est donc un peu plus bas. J'observe que Rota considérait que la cosmologie était une science philosophique. Bon, je ne sais pas ce qu'il entendait exactement par là, mais il me semble que les résultats annoncés il y a 3 semaines par une équipe américaine, s'ils sont confirmés, sont des résultats qui montrent que la cosmologie est devenue une science extrêmement efficace, qui ne doit en l'occurrence plus grand-chose à la philosophie, pour ce qui est de la production de prédictions que l'expérimentation peut confirmer ou infirmer. Et enfin, troisième niveau, il en rejoint ce que j'appelais l'efficacité en termes de générativité. Penrose parle de tentative théorie, alors je sais pas très bien comment on peut traduire ça, des théories audacieuses ou des théories prospectives, qui sont des théories élégantes et séduisantes, qui ne sont confirmées par aucune donnée expérimentale, mais qui conduisent à manipuler des idées qui pourraient devenir fécondes. Évidemment, l'exemple canonique de ce type de théorie, c'est la théorie des supercordes, qui n'a pas de confirmation expérimentale, mais qui invite à repenser la façon dont nous devons considérer les particules élémentaires et leurs interactions. Et donc, il me semble que ces 3 types d'efficacité doivent être pris mutuellement en considération si l'on ne veut pas mutiler la notion d'efficacité des mathématiques dans les sciences et si l'on veut éviter certains jugements hâtifs ou péremptoires. Alors, je vais prendre simplement un seul exemple venant de l'histoire. En 1918, Hermann Weyl a élaboré une théorie par laquelle il tentait d'unifier la gravitation et l'électromagnétisme en étendant la théorie de la relativité générale d'Einstein au-delà d'elle-même, c'est-à-dire au-delà de la gravitation. Weyl tente de finalement géométriser l'électromagnétisme et pour ce faire, il ouvre la voie à ce qu'elle est devenir les théories de jauge. Alors, la théorie de Weyl n'a pas été directement efficace. En tout cas, elle n'a pas été efficace pour ce qui est des prédictions expérimentales. Elle n'a pas permis de sauver les phénomènes, pour reprendre l'expression de tout à l'heure. Mais elle a ouvert la voie à ce qu'elle est devenir le cadre conceptuel par lequel on a pu unifier non pas la gravitation et l'électromagnétisme, mais l'électromagnétisme et l'interaction nucléaire faible. Et donc, on peut dire que cette théorie de Weyl a été très puissante, très efficace du point de vue génératif. Et d'ailleurs, je sais que Rota, qui a fréquenté Weyl à Princeton, a été très très impressionné par un exposé que Weyl avait fait sur l'utilisation des symétries abstraites en physique, qui a d'ailleurs donné lieu à un livre. Et je pense que Rota avait compris que l'utilisation des groupes
en symétrie, qui avait d'ailleurs été envisagé par Majorana dès les années 30, sans que personne ne comprenne vraiment son ambition, a été quelque chose de très, très important dans sa façon de penser les mathématiques. Donc, tout cela pour dire que le concept d'efficacité est plus riche que ce que pourrait laisser imaginer une analyse superficielle des mathématiques dans les sciences. Et quand on regarde comment les différentes écoles philosophiques ont tenté de penser cette efficacité, évidemment on pense au pythagorisme, on pense au platonisme, on pense à l'aristotélicisme ou à l'empirisme, mais je voudrais, comme j'ai pas le temps de voir comment les philosophes ont abordé cette question dans toutes les écoles qu'ils ont pu produire, je vais donner simplement deux exemples de réponses intéressantes qui me serviront par la suite. La première, c'est le kantisme. J'ai parlé de Kant tout à l'heure, et en fait, on trouve chez Kant, notamment chez Kant relu par Cassirer, une autre explication de l'efficacité des mathématiques qui s'appuie sur des considérations purement kantiennes. Pour Kant, tout phénomène est constitué pour nous dans l'espace et dans le temps, qui sont des formes a priori de la sensibilité, de sorte qu'il présente le phénomène une structure qui est immédiatement homogène aux mathématiques, ce qui résout le problème de l'efficacité de ces dernières. L'espace et le temps sont des a priori de la sensibilité, et c'est dans cette grille que viennent s'imprimer tous les phénomènes, de sorte qu'on peut considérer dans ce cas que les mathématiques ne sont pas rapportées à un monde d'idées séparées, comme dans le platonisme, ou à des structures empiriques, comme dans l'aristotélicisme, mais bien plutôt à une activité du sujet. Elles ne sont donc pas désincarnées, mais évidemment, comme ça a été remarqué par Dominique Lambert, cette thèse kantienne présente elle aussi certaines faiblesses. Tout d'abord, elle rive les mathématiques à des structures innées et rigides qui seraient inhérentes au sujet. Or, les mathématiques procèdent aussi de processus de création contingents et libres qui apportent réellement de nouveaux concepts dont l'origine n'est ni le monde extérieur, ni l'entendement pur, mais plutôt la nécessité interne des formalismes eux-mêmes. Ensuite, chez Kant, l'espace et le temps sont newtoniens et sont donc envisagés comme des structures rigides. Donc, les phénomènes physiques d'aujourd'hui, qui nécessitent une description à l'aide d'espace ou de variétés qui n'ont que peu de lien avec l'espace et le temps ordinaire, doivent être, pour Kant, des arguments pour critiquer une première lecture qu'on pourrait en faire. Enfin, l'autre exemple que je voulais donner, mais j'aurais pu en donner 10 autres, c'est une conception assez bizarre qu'avait explicité Niels Bohr, l'un des pères fondateurs de la mécanique quantique. C'est d'ailleurs pas inintéressant de constater que la plupart des pères fondateurs de la mécanique quantique, je pense à Paoli, je pense à Dirac, je pense à Schrödinger, et évidemment à Einstein que j'ai déjà cité, je pense à London et Bauer, sont des gens qui se sont intéressés à cette question parce que ils voyaient bien que les espaces de Hilbert dans lesquels se déployaient les vecteurs d'état, qui sont les moyens quantiques de représenter les états physiques des systèmes, les emportaient très très loin du monde empirique, et se posaient la question du lien entre l'espace de représentation, qui peut être de dimension infinie, par exemple, dans le cas des espaces de Hilbert, et puis le monde empirique à 3 dimensions dans lequel on vient faire des mesures. Quelle est la connexion entre, disons, le monde mesuré et le monde des représentations? Et Niels Bohr, lui, a produit un petit texte dans un livre qui s'intitule Physique atomique et connaissances humaines, dans lequel il dit que les mathématiques sont une sorte de réservoir, je ne sais pas si j'ai bien traduit, mais de réservoir de toutes les relations formalisées entre concepts. Il écrit par exemple, nous ne considérons pas les mathématiques pures comme une branche séparée de la connaissance, mais plutôt comme un raffinement du langage commun auquel elles fournissent les moyens appropriés d'énoncer des relations pour lesquelles l'expression verbale ordinaire est imprécise ou malcommode. Fin de citation. Et donc, nous dit là Niels Bohr, si les mathématiques sont efficaces dans les sciences de la nature, c'est simplement par le fait qu'elles traduisent formellement
les relations entre mesures expérimentales grâce à un formalisme approprié. Mais, et c'est là l'objection qu'on peut lui faire, il faut alors expliquer pourquoi les théories inventées par les mathématiciens à une certaine époque sont souvent celles qui trouvent rapidement des applications en physique. Pourquoi les mathématiques semblent-elles suivre de si près le développement de la physique, en tout cas une certaine branche des mathématiques semble suivre d'assez près le développement de la physique. Si les mathématiques étaient constituées par l'invention de relations arbitraires, la probabilité de tomber à une époque donnée sur une relation efficace serait très faible. Or, c'est souvent le contraire qui se produit, comme ça a été remarqué par Gustav Münster dans un article qui s'intitule « Le rôle des mathématiques dans la physique contemporaine ». Mais l'intérêt de cette conception de Bohr vient sans doute de ce qu'il insiste sur le fait que les mathématiques ne donnent pas accès à des objets, mais seulement à des relations. Et cela explique assez bien pourquoi la physique peut être complètement mathématisée, car tous les résultats empiriques s'énoncent effectivement sous la forme de relations. Il est donc possible de décrire les mathématiques comme étant un réservoir, pour reprendre son expression, de relations entre concepts formalisés, mais en général, ce ne sont pas les relations en tant que telles qui intéressent les mathématiciens. Alors, comme je dois bientôt conclure, je voudrais le faire en m'appuyant sur une remarque, à mon avis très profonde, qui a été faite par Paul Dirac dans les années 30. D'ailleurs, vous savez que Paul Dirac a épousé la sœur de Wigner, qui écrira plus tard l'article que j'ai cité tout à l'heure en 1960. Et Dirac, il a essayé de regarder finalement quelles sont les mathématiques qui sont efficaces en physique. Et le premier constat qu'on peut faire, c'est que toutes les mathématiques ne sont pas efficaces. Les mathématiciens développent toutes sortes de formalismes, de concepts même, d'entités mathématiques qui n'ont aucune trace dans les mathématiques que nous utilisons en physique. Et donc, Dirac fait cette remarque, les mathématiques qu'utilisent les physiciens ne sont pas des mathématiques quelconques. Et il dit, ce qui semble polariser l'attention du physicien théoricien, ce sont des relations qui sont caractérisées par une grande variété d'invariants relatifs à certaines transformations. Ces invariants peuvent être des nombres, des variétés, des structures, des classes d'équivalence, la forme d'une équation. Et Dirac continue en disant un bon indice de la profondeur d'une théorie est sa richesse en invariants, et elle est le meilleur critère de l'applicabilité d'un formalisme mathématique en physique. Et ce critère s'exprime par l'existence, dans ce formalisme, de groupes assez riches de transformations. Fin de citation. Alors on peut donner des exemples. La théorie des nœuds, la théorie des groupes, la théorie des fonctions à variables complexes, qui déploie, comme vous le savez, des structures très riches en invariants. Songez par exemple à la théorie du groupe conforme à 2 dimensions, qui contient les transformations planes qui laissent invariants les angles mais pas les longueurs. Et il se trouve que ce groupe, le groupe conforme à 2 dimensions, entretient des liens étonnants avec certains systèmes intégrables qui peuvent être justement intégrés en raison même de l'existence d'invariants caractéristiques, ce qu'on appelle les intégrales premières. Et bon, vous savez que Dirac, pour le coup, était platonicien. Il établissait un lien entre la beauté et la vérité en mathématiques. Quand on lui demandait « mais qu'est-ce que c'est qu'une équation belle ou une théorie belle ?» il répondait « si vous ne connaissez pas vous-même les mathématiques, je ne pourrai pas vous l'expliquer, car vous ne me comprendriez pas, et si vous connaissez les mathématiques, alors vous savez ce que j'entends par là. » Bon, ce n'est pas très précis, mais dans un article de 1938, il reprend cette remarque de tout à l'heure. Certains formalismes sont privilégiés, ceux qui offrent de nombreux invariants, c'est-à-dire des quantités
qui ne sont pas modifiées lorsqu'on effectue certaines transformations, comme une rotation ou un changement de référentiel. Or, en faisant des petites recherches pour préparer cette conférence, j'ai découvert, il faudrait que j'aille un peu plus loin pour voir en quoi ça change mon propos, mais que cette remarque de Dirac, en fait, a été faite au XIXe siècle par Helmholtz, le physicien Helmholtz, qui était mathématicien. Il a fait exactement la même remarque, mais je le savais pas et j'ai trouvé la référence. Dirac ne la cite pas, donc je ne sais pas s'il la connaissait. Et Dirac, dans ce même papier de 1938, conclut de la façon suivante: il devient de plus en plus évident que les formalismes que les mathématiciens trouvent les plus intéressants sont aussi ceux que la nature a choisis pour elle-même. Je ne sais pas ce qu'en pensent les mathématiciens qui sont dans la salle. Ils auront certainement des commentaires. Et alors, la question évidemment qui se pose dans la suite du propos de Dirac, c'est comment expliquer que ce sont ces équations qui s'appuient sur des formalismes riches en invariants qui marchent le mieux en physique. Est-ce qu'il s'agit d'une sorte de prédestination qui s'appuierait sur la dernière remarque de Dirac que je viens de citer, ou s'agit-il d'un miracle, comme le pensait Wigner? Alors, avant de répondre, on peut au moins faire les deux remarques suivantes. La première, c'est que un critère permettant de dire qu'un objet existe vraiment, je parle d'un objet physique, et précisément qu'il soit invariant sous des transformations particulières. Pour dire qu'un objet existe, il faut qu'il soit invariant sur certaines transformations. Lorsque nous voulons savoir si ce que nous voyons est réellement une bouteille d'eau, par exemple, il nous suffit pour en décider de bouger la tête ou le corps, de faire le tour de la bouteille en question et d'évaluer la persistance de nos sensations visuelles tout au long de ces mouvements. Si la bouteille d'eau persiste à ressembler à une bouteille d'eau, lorsque nous changeons notre position par rapport à elle, c'est qu'elle est une bouteille d'eau. Et donc, pour qu'un objet existe, il faut qu'il soit invariant sous certaines opérations. Et d'ailleurs, à ce propos, Pauli racontait une anecdote qu'il a vécue avec Dirac. Vous savez, Dirac parlait très très peu, il était persuadé que le langage ne doit dire que des choses vraies, donc il parlait peu. Et les gens étaient du coup terrifiés à l'idée de l'aborder. Et Pauli raconte qu'un jour, il était en face de lui dans un train entre Londres et je ne sais plus quelle ville d'Angleterre, et il essayait de trouver une occasion de lui adresser la parole. Et au moment où le train traverse une prairie dans laquelle des moutons sont en train de paître, Pauli s'adresse à Dirac et lui dit: « Regardez Dirac, on dirait que ces moutons ont été fraîchement tondus. » Dirac, qui ne veut dire que des choses vraies, regarde par la fenêtre, s'approche de la fenêtre, regarde attentivement, revient vers Pauli et lui dit: « Oui, au moins de ce côté-ci. » Et ce qui faisait remarquer, c'est que notre perception fait agir une sorte d'invariance. C'est-à-dire, à partir d'un point de vue particulier sur un objet, nous inférons une conclusion générale. Et par exemple, pour dire que ceci est une bouteille d'eau, j'ai dit qu'il fallait en faire le tour, etc. Mais en fait, je ne l'ai pas fait. C'est-à-dire, à partir d'un point de vue partiel, j'ai conclu, c'est une bouteille d'eau. Et donc, il y a un premier critère là pour décrire la réalité d'un objet physique qui est tout à fait net. Deuxième remarque que je voulais faire, c'est que des neurobiologistes, notamment Luc Florac, ont montré que la perception visuelle, n'est pas du tout une réception immédiate et passive d'informations. Elle s'élabore à partir d'une activité cérébrale intense du sujet qui perçoit. La vision, par exemple, peut être comprise comme une opération qui utilise des invariants géométriques caractéristiques d'une image, comme ça a été le cas lorsque j'ai parlé de la bouteille d'eau. Et si on met ensemble ces deux remarques, on est conduit à se poser la question suivante. Si les mathématiques riches en invariants sont les plus efficaces en physique,
N'est-ce pas tout simplement parce qu'elle prolonge à l'échelle microscopique, grâce à des symétries abstraites, un processus qui est déjà à l'œuvre dans la perception ordinaire. Grâce aux permanences qu'elles sont capables de reconnaître, elles permettent de décrire les éléments de réalité constitutifs du monde physique, même lorsque ceux-ci nous deviennent invisibles ou inaccessibles. À mesure qu'elles cessent d'être opératoires, les qualités sensibles se trouvent remplacées par des concepts mathématiques qui, d'une certaine façon, les subliment. D'où ma conclusion, qui évidemment prendra la forme d'une question. Il semble que les mathématiques qui sont orientées vers la recherche de relations caractérisées par de riches classes d'invariants semblent être les mieux adaptées à la physique, et ce sont d'ailleurs elles qui y contribuent de façon essentielle. Ces mathématiques semblent prolonger le processus qui est déjà à l'œuvre dans la perception ordinaire, c'est-à-dire la reconnaissance des éléments de réalité autour de nous. Et lorsque la réalité se dérobe à notre regard, les mathématiques significatives, pour reprendre l'expression de Dieudonné, nous en offrent encore une représentation, parfois même une intuition, par la puissance d'un langage riche en invariants. D'une certaine façon, les mathématiques nous font voir le réel quand nous ne le voyons plus. Mais évidemment, il reste un mystère que j'exprime sous la forme d'une question. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette capacité que possède le langage mathématique à produire des structures qui sont riches en invariants? Personnellement, je ne le sais pas et je vous remercie de votre attention.